Bonsoir à tous, il est 19h, vous êtes sur NatTV et c'est N'Actu, le dernier de la semaine, comme tous les soirs du lundi au vendredi. À 19h, on évoque autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, émission intégralement ou presque consacrée à l'édition 2022 du Téléthon. N'Actu, c'est parti. Il y a 20 minutes précisément, le coup d'envoi a eu lieu à 18h40 de l'édition 2022 du Téléthon, la 36e édition. Et pour en parler, je suis avec Victor Pérez-Boucheron, le journaliste de la rédaction du groupe Namedia qui m'a rejoint en plateau. Bonsoir Victor. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Victor, c'est l'un des moments forts de l'année concernant la solidarité, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, une 36e édition qui s'annonce très suivie dans la région, avec pas mal d'infos à vous donner, Victor. Oui, en effet, Benjamin, pour sa 36e édition, rappelons que l'an dernier, le Téléthon en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas moins de 7 844 771 € qui ont été collectés autour des 1458 animations et 970 communes qui sont mobilisées l'année dernière et toujours mobilisées en Nouvelle-Aquitaine. Cette année, donc 36e édition, Benjamin, on l'a dit, un parrain de renom. Et pour l'anecdote, le parrain le plus jeune de cette édition et de l'histoire du Téléthon, c'est ni plus ni moins que Kev Adams. D'ailleurs, Kev Adams a un petit message pour vous, écoutez. Salut les amis, c'est Kev. Salut, moi c'est Benjamin. Pour le Téléthon, ensemble, on lâche rien. On vous donne rendez-vous les 2 et 3 décembre. Pour le Téléthon. Exactement. Comme tout parrain, Kev Adams s'est saisi donc des missions qui lui sont confiées en tant que parrain. Justement, il y a quelques jours, il s'est rendu au laboratoire Généton et ISTEM, à l'occasion donc de rencontrer pour lui les équipes de chercheurs engagés et aussi de rencontrer donc les familles ambassadrices. Regardez. Salut. Notre parrain du Téléthon 2022, Kev Adams, qu'on applaudit très fort encore. Je vous remercie infiniment et c'est moi qui vous applaudis puisque ce que je vais tenter de faire pendant 3 semaines, un mois et demi, vous le faites toute l'année. Donc un grand bravo à vous, je suis fier d'être à vos côtés aujourd'hui, vraiment. Celui-là, il est clean. Félicitations, franchement. C'est monumental ce que vous faites, c'est bouleversant quoi. Vous rendez l'impossible possible par de la recherche, par du temps et par du travail. C'est incroyable, franchement. J'ai rien d'autre à dire que ça. Merci beaucoup de cet accueil. Je suis extrêmement gêné. Je me sens tout petit par rapport à tout ce qu'on voit ici depuis ce matin. Et je suis fasciné par leurs recherches et par les résultats qu'ils arrivent à obtenir. Donc ça me motive encore plus à défendre toutes ces causes et à défendre ces gens qui ont besoin du Téléthon chaque année pour continuer ces recherches qui sont précieuses. Ensemble, on lâche rien!
Celui que vous avez l'habitude de voir aussi sur vos écrans durant l'été sur le Vaisseau de Pierre, le Fort Boyard. Willy Rovelli est allé passer une journée à la halle aux machines à Toulouse en compagnie de la famille de Victor, Alice et Maël, tous les 3 atteints d'une alpha-sarcoglycanopathie, une forme de myopathie des ceintures qui petit à petit attaque leurs muscles. Regardez. C'est quoi votre maladie? Vous avez qui veut parler? Alors vas-y. Alpha-sarcoglycanopathie. Pop, 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 pop. Là, au Scrabble, vous allez assurer, les amis. Hein. Là. Alors, c'est où que vous avez mal, j'allais dire? Aux muscles. Aux muscles. Principalement aux jambes et aux bras. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire, alors, cette maladie? Ça nous empêche de courir. Toi, ça t'empêche de courir? Ouais. Je l'ai vu gambader avec moi depuis tout à l'heure. Sur un temps très court, ça Sur passe. un temps très court. Et puis après, il y a un temps de récupération qui est plus ou moins long. D'accord. Alors là, bon, ça a dû bouleverser évidemment tout le quotidien de la famille, je suppose. Ça nous a plongé dans le grand vide un peu de savoir quelles seraient les conséquences derrière, comment ça allait évoluer. Je pense, je le dis souvent comme ça, c'est quand j'ai ouvert cette prise de sang dans mon salon, si j'étais morte à ce moment-là, je pense que ça m'aurait fait moins mal. La seule chose qu'on peut faire face à cette maladie, face à ces diagnostics, c'est juste d'être heureux en fait. Les personnalités donc qui donnent de leur temps pour le Téléthon 2022 à l'image de Kev Adams que vous venez de voir et de Willy Rovelli, celui que l'on croise régulièrement en gare de La Rochelle qui vient faire et tourner l'émission Fort Boyard ici sur le territoire de la Charente-Maritime. Victor, Willy Rovelli que tu as réussi à joindre cet après-midi. Oui, tout à fait. Willy Rovelli est un petit peu pressé, mais en matière de Téléthon, on ne rigole pas. Je vous laisse écouter donc un enregistrement fait durant l'après-midi. Willy Rovelli. Bonjour. Vous êtes engagé sur ce Téléthon 36e édition tout à l'heure. Il vous fait penser à quoi ce Téléthon? Il me fait penser qu'il faut plus que jamais, pardon, qu'il y ait un petit peu de bruit parce que je suis à l'extérieur, je vous le dis pour pas que les auditeurs se disent. Voilà, donc en fait ce Téléthon, il faut penser à quoi? Il fait penser que c'est un peu le Téléthon du renouveau. Voilà, c'est le renouveau ce Téléthon, parce que c'est vrai que pendant 2 ans avec le Covid, c'est un peu galère. Et il y avait plein de choses qui pouvaient pas se faire, on pouvait pas se retrouver, etc., etc. Là, cette année, voilà. Allez, il fait froid, il n'y a pas d'électricité, les prix augmentent, c'est le bordel, mais on baisse pas les bras, on y croit, on avance, et voilà. C'est à tout ça à quoi il me fait penser ce Téléthon. Vous avez rencontré aussi Victor à Toulouse. Elle était comment cette rencontre? Oh, c'était génial. C'était en fait on m'a proposé donc le Téléthon m'a dit est-ce que ça te brancherait d'aller passer quelques heures avec une famille, j'ai dit d'accord. Puis on m'a dit voilà il y a 3 enfants qui sont handicapés, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu au début je me disais merde, j'espère que je vais bien me comporter parce que moi je suis un peu moi je suis un peu toujours tout à 300 à l'heure, je suis un peu le roi des gars, enfin bon donc j'ai eu peur à un moment donné d'être maladroit quoi. Et puis, quand je me suis retrouvée avec eux, ça a été comme si je voyais des potes. Parce que les enfants, voilà, si on ne sait pas qu'ils sont malades, si on le sait pas, on le voit pas, parce qu'ils sont hyper actifs, ils n'arrêtent pas de bouger, ils courent dans tous les sens, ils sont pleins de vie, pleins de sourires. Donc j'appréhendais un peu la rencontre et puis ça a été super. Voilà, je sais que depuis, ils n'arrêtent pas de me dire on se souviendra tout le temps, moi pareil. Ça a été une rencontre forte en émotion, on suppose. Ouais. Est-ce que vous avez craqué à la fin? Non, craquer, non. Au contraire, ça m'a donné vachement d'énergie. Voilà. Parce que ça permet de relativiser beaucoup de choses. Alors parce justement, souvent, on ranchonne pour des petites conneries et puis finalement, Alors justement, en cette année, c'est Kev Adams, le parrain de cette 36e édition. Est-ce que vous, ça vous donne envie également de devenir parrain du Téléthon un jour? Ah oui, moi quand ils veulent. Après, je comprends que c'est essentiel pour des causes comme celle-là, voilà, qu'il y ait des parrains à très forte notoriété. C'est son cas. Je pense que c'est pas mon cas à moi. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, si un jour ils me le demandent, oui, je me rendrai utile. Mais après, je me rends utile différemment s'ils ont besoin. Mais sinon, ouais, bien sûr, avec plaisir. Et pour finir, si vous aviez un mot à dire à tous les téléspectateurs de la région Nouvelle-Aquitaine qui vous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez? 36-37. Voilà, c'est les 4 chiffres porte-bonheur. 36-37. On espère que donc cette édition sera une réussite. Merci beaucoup, Willy Rovelli. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous beaucoup. embrasse. À très vite. Ciao. Merci encore à Willy Rovelli. Et voilà, vous avez entendu le message 3637, on prend son téléphone et on appelle pour faire des dons. Le Téléthon, c'est bien évidemment des maladies et des enfants. Lou est né en 2009, suivi 2 ans plus tard par son frère
Hugo. Rapidement, leurs parents Virginie et Jonathan se rendent compte que les 2 enfants présentent des retards identiques. En 2016, tout bascule. Les frères et sœurs sont diagnostiqués d'une maladie ultra rare, le syndrome de Legg, pour lequel il n'existe aucun traitement. Hugo succombe à sa maladie à l'âge de 6 ans. Pour Virginie, donc sa mère qui se bat sans relâche pour faire avancer la recherche. Chaque anniversaire de Lou est une victoire contre la fatalité. Je vous laisse regarder ce magnifique reportage. Je m'appelle Lou, j'ai 13 ans et que j'ai une maladie rare et du coup je suis pas dans une école normale et je suis dans une école spécialisée pour les maladies. On n'en parle pas mais on fait semblant qu'on n'a pas de maladie et qu'on se fiche et voilà et on est très bien comme ça. On fait semblant qu'on n'a pas. C'est vrai que quand on regarde Lou, on a l'impression que c'est une enfant normale, on va dire comme les autres. Mais quand on commence à la regarder marcher, courir, parler, là on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, on va dire. Elle a des lésions au niveau de son cerveau qui fait qu'elle a des troubles après dans la coordination motrice, dans les apprentissages, dans la mémoire, etc. Des fois, je fais des mauvais gestes et je fais des gestes aussi que je veux pas faire et que je le fais. On a découvert la maladie de Lou parce que son petit frère Hugo avait aussi cette même maladie. Il était plus sévèrement atteint. Et donc, j'ai insisté pour qu'on fasse les tests de diagnostic pour les 2 enfants. Donc, en avril 2016, on a obtenu un diagnostic pour nos 2 premiers enfants. J'ai cherché tous les diagnostics avec les maladies mitochondriales et j'avais dit à mon homme, il ne faut pas que ça soit le syndrome de Leigh. Parce que si c'est le syndrome de Leigh, on perd notre enfant en quelques années, c'est le pire. Et puis, c'était le syndrome de Leigh. Hugo, il a fait sa première poussée, il avait 4 ans. Et en avril 2016, donc, il avait 4 ans et il a perdu progressivement en 2 ans l'usage de son corps. Au début, il a perdu le corps gauche et après le corps droit et après il y a eu une poussée. Il a été à l'hôpital et après il a eu une poussée et il a été au ciel à cause de la poussée. En fait, Lou, elle pleure jamais parce qu'elle a des troubles dans les émotions. Et c'est la première fois que j'ai vu ma fille pleurer. Elle savait absolument qu'elle avait la même maladie et qu'elle était aussi susceptible de faire une poussée à tout moment, mais qu'on ne pouvait pas savoir quand et si elle en ferait. Donc elle a une épée Damoclès au-dessus de la tête et elle en est consciente. C'est pour ça que le temps pour Lou, c'est très anxiogène en fait. Après, en fait, chacun fait son deuil comme on a pu. Donc Lou était beaucoup dans la colère et puis avec le temps, ça va mieux. Depuis longtemps, elle ne voulait pas en parler. Elle me grondait quand j'en parlais, elle me grondait quand moi je pleurais, parce que je pleure souvent. Il a fallu que je pleure après le décès d'Hugo, la première fois qu'on met la table, la première fois qu'on sort sans Hugo, la première fois tout. Après, quand j'ai décidé qu'il fallait vraiment se battre contre sa maladie et qu'on était ensemble pour faire les projets, ça nous a rapprochés. Et progressivement, sa colère, elle s'est transformée en joie et en motivation. Et finalement, aujourd'hui, on mène un combat ensemble. Virginie, un jour, elle est venue me voir en me disant « Je vais essayer de trouver un chercheur qui recherche sur la maladie de ma fille. » Tu te dis, faut être fou pour tenter ça. Mais elle l'a fait et j'ai l'impression qu'elle va sûrement réussir. J'ai essayé de les contacter par téléphone, par email, prendre rendez-vous avec eux. Quand elle va voir un chercheur, elle lui dit pas il y a qu'un cas en France et c'est ma fille. Elle dit on est quand même dans une grande famille, mitochondrie.
Forcément que si on cherche pour Lou, on va chercher pour d'autres. J'ai la chance que Lou, elle ait un nom de diagnostic, on sait sur quoi on se bat. Et il y a plein de gens qui ont des maladies mitochondriales et qui n'ont pas de diagnostic. Et ça doit être horrible au quotidien à vivre parce qu'on ne sait pas sur quoi on se bat. C'est compliqué. À l'accepter déjà la maladie quand on n'a pas de nom. Mais alors pour la battre, on fait comment? Il y a plein de gens qui attendent en fait. Et quand on peut avancer sur, par exemple, le syndrome de Leigh, où il n'y a pas de traitement, bah forcément, ça permettra d'avancer sur d'autres maladies qui utilisent la même voie. Donc forcément, ça sera bénéfique pour les autres. Quand on donne les moyens à nos chercheurs de travailler, ça aboutit toujours. C'est juste le temps qui va manquer à Lou, peut-être. Et je ne doute pas qu'un jour, ils trouveront une solution. Ça va tellement vite maintenant. Mais je ne suis pas sûr que ça soit pour ma fille, malheureusement. Ça va tellement vite. Quand ils font une poussée, en l'espace d'1 an, les enfants sont en fauteuil. En 2 ans, ils sont partis. Bah, il faut qu'ils se grouillent, les chercheurs, quoi. Et donc, pour Lou, il faut se battre. Il faut lui montrer que nous, on est là et qu'on ne va pas la lâcher et qu'on va se battre. Et finalement, en se battant, eh ben, on emporte tout le monde avec nous. De voir autant de personnes volontaires mobilisées pour le Téléthon, ouais, ça me touche énormément. C'est juste énorme. Ça fait chaud au cœur, en fait, de se dire que les gens sont là pour aider d'autres personnes. Je suis bien forte pour combattre cette maladie et c'est ça qu'on fait tous les jours en clair. Et continuer à battre et ne pas abandonner. Des reportages émouvants et on vous le rappelle, un seul numéro, le 36-37 pour faire vos dons. Je vous propose maintenant, pour terminer cette page spéciale Téléthon, donc de découvrir un magnifique documentaire racontant près de 30 ans d'une bataille menée par des familles et des chercheurs contre l'amyotrophie spinale. Tout commence donc en 1995 avec l'identification du gène de la maladie qui permet donc entre 2004 et 2011 aux équipes de Martine Barkartz de mettre au point la thérapie génétique au sein du Généton, le laboratoire du Téléthon. On le rappelle pour ceux qui ne savent pas. C'est également ensuite donc aux États-Unis qu'un laboratoire privé réussira donc à réunir les fonds nécessaires aux essais chez l'homme et montrera l'efficacité de cette thérapie révolutionnaire pour les bébés que la maladie condamnait, et donc pour les familles rien ne sera plus pareil, rien ne sera plus jamais comme avant. Regardez ce reportage. Le diagnostic pour nous c'était en 1988, je crois, et non, et on ne savait rien. On ne savait rien. Le diagnostic a été posé en avril 1985. 85, oui. Les enfants avaient 9 mois. On ne savait rien, ni nous-mêmes sur ce qui se faisait, ni même, je veux dire, les médecins, ils ne savaient rien non plus. Tout de suite, je suis allée à l'école de médecine en me disant que je trouverais peut-être une bibliothèque pour avoir une définition de la maladie. Nous avons essayé de rechercher une littérature aux États-Unis, en Europe. Je n'ai rien trouvé. C'était un nom inconnu, il n'y avait pas beaucoup d'explications, pas beaucoup de réponses. Et quand moi j'ai demandé un rendez-vous, je lui ai demandé un rendez-vous en septembre, et sa tête me dit « mais vous n'avez pas compris, ils ne seront plus là en septembre ». J'ai dit ben, « c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on verra ». On nous avait dit que c'est une maladie rare. Rare, ça voulait dire qu'on n'était pas unique. On n'était pas un cas unique dans notre région, ni en France, ni ailleurs. Et si on n'est pas unique, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il fallait réunir le maximum de gens, le maximum d'enfants, pour pouvoir envisager, j'allais dire une suite, pour pouvoir envisager la suite. La suite, c'était la recherche, c'était donc
de prendre contact avec des chercheurs, de prendre contact avec des équipes qui allaient s'occuper de cette maladie. Je crois que nos gamins, quels qu'ils soient, nous ont donné le culot, la hardiesse aussi, d'aller taper une porte, frapper à la porte et dire, bon voilà, nous on a des gosses atteints d'un métrospinal, est-ce que vous pouvez travailler sur notre pathologie ? Et il leur fallait un matériel qui était des prélèvements sanguins. Et il a fallu organiser, donc à Dourdan, nous nous sommes réunis, nous avons réuni toutes les familles pour offrir tous les prélèvements sanguins des familles et des enfants pour qu'ils puissent commencer. Les familles se sont réunies pour répondre à un besoin impératif pour la recherche. À cette époque-là, on ne savait pas où chercher. Il fallait trouver parfois une lettre qui n'est pas la bonne, dans un océan de lettres. Notre génome, c'est 3 milliards de lettres. Et il faut trouver l'endroit dans le génome où se trouve le problème. Or, chacun d'entre nous, on est un petit peu différent. Ce qu'on allait faire, c'était comparer au sein d'une même famille les génomes de ceux qui sont touchés par la maladie avec ceux qui ne sont pas touchés par la maladie. Il y a eu cette idée d'une espèce de partenariat entre les malades, les familles et les chercheurs et les médecins. Il fallait absolument ne pas laisser, entre guillemets, la recherche aux scientifiques, uniquement aux scientifiques. Il fallait absolument que l'on soit partenaire aussi du travail qui était fait. Et ça a été le début de rencontres régulières avec les équipes de recherche. Il y avait ce laboratoire à Necker qui était dirigé à l'époque par M. Frézal, le professeur Frézal, et avec lui il y avait M. Munich, Dr Munich et Dr Melki. En fait, j'étais un jeune médecin, j'étais interne en médecine. Et donc je voyais régulièrement des patients, en particulier en neuropédiatrie, dont certains étaient atteints d'amyotrophie spinale. Et ça m'a toujours énormément touchée de voir ces patients pour lesquels nous n'avions aucun traitement. Pour moi, c'était... il fallait s'engager comme médecin. Et en médecine, bon, il y a bien sûr il y a différentes formes d'engagement. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire de la recherche, je me suis dit que c'était la voie qu'il fallait prendre. On va pouvoir appréhender le rôle de cette protéine. Et elle a peut-être un rôle toxique. On a démarré ce projet visant à localiser le gène d'abord, et puis ensuite à l'identifier. Donc ça a été en fait 5 ans de recherche plein temps en génétique. Quand on parle de maladie génétique, la première chose à faire, c'est de trouver le gène responsable. Aux États-Unis existait le Human Genome Project qui faisait travailler des laboratoires sur le territoire américain pour essayer de cartographier le génome humain, mais ça n'avançait pas très vite. Et l'idée de Généton, qui était complètement révolutionnaire à l'époque, c'était de non pas faire travailler des laboratoires différents, mais de faire travailler tout le monde dans un même lieu et de faire travailler des robots. Et donc, des robots ont été conçus pour ça, pour en quelque sorte découper l'ADN en petits morceaux, cartographier cet ADN et mettre à disposition ces cartes du génome à la communauté scientifique. Le gène de l'amyotrophie spinale infantile a été découvert par une équipe française avec les fonds du Téléthon et aussi appuyé sur les recherches que Généton avait permises, sur les cartes du génome. Et ça s'est fait progressivement. Progressivement, l'équipe a resserré sur le génome humain la zone qui était celle en cause dans la maladie. Et l'équipe de Judith Melki et Suzy Lefebvre ont publié leurs résultats en 1995. Le gène SMN est responsable de l'amyotrophie spinale. L'identification, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, enfin, on avait le coupable, enfin, il avait un nom, enfin, il avait un visage. C'était en même temps le résultat d'une première étape et aussi le départ vers d'autres recherches, d'autres chemins à ouvrir. Pour les essais thérapeutiques, on n'imaginait pas encore, hein, bien entendu, mais si vous voulez, dans notre esprit, il y avait quand même toujours cette idée de guérison, de médicaments. Enfin, bon, on ne savait pas trop sous quelle forme ça allait pouvoir se faire. En fait, en 1995, quand on a identifié le gène, bien sûr, on s'est dit, voilà, c'est la porte ouverte à la possibilité de mieux comprendre la maladie, de développer
voyez, des stratégies de recherche thérapeutique. Moi, je suis optimiste de nature. Donc je suis un petit peu comme vous. J'ai l'impression que de la découverte du gène, on pourra déduire une nouvelle pharmacologie. Alors, vous dire que ce sera une thérapie génique, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Qu'on va administrer des gènes sous forme de médicaments, sous forme de vecteurs, je sais quoi. Tout ne dépendait pas uniquement de l'identification du gène. Il fallait bien sûr le gène identifié, mais il fallait avoir aussi toutes ces vecteurs ou ces stratégies de recherche thérapeutique qui n'étaient pas encore au point non plus à cette époque-là. À partir du milieu des années 90, 95, 96, la mission de Généton a changé. C'était logique. Il ne s'agissait pas indéfiniment de contribuer à l'identification de gènes. Évidemment, cette recherche-là allait continuer. Mais la mission majeure de Généton allait être la thérapeutique, parce que c'est le but de l'association, c'est le but de ces familles. Ce n'est pas juste de connaître le coupable, mais c'est de trouver un moyen de l'empêcher de nuire. Et donc, Généton a muté. C'est devenu un laboratoire dédié à la thérapie génique des maladies neuromusculaires et des maladies rares. Et dans ce nouveau Généton, de nouvelles équipes sont arrivées, des chercheurs dédiés justement à ces nouvelles technologies de biologie moléculaire et thérapie génique. Et parmi ces chercheurs, Martine Barkatz, qui avait fait sa thèse sur les maladies neuromusculaires et commençait à travailler sur les questions de thérapie génique. Pour transférer un gène thérapeutique dans l'organisme, on utilise des vecteurs viraux. Et ces vecteurs viraux, donc ils étaient en plein développement à Généton. Et j'ai essayé de les injecter par différentes voies, intraveineuses, intracérébrales, intramusculaires. J'ai un petit peu travaillé pendant 1 an. Et puis j'ai fait une rencontre, effectivement, d'une petite jeune fille qui s'appelle Marie. Alors elle avait 10 ans quand je l'ai rencontrée. Elle venait de perdre la marche. Et là, j'ai appris qu'elle avait une maladie qui s'appelle la myotrophie spinale. Et j'avoue, je connaissais très peu la maladie. Moi, je travaillais surtout sur la sclérose latérale amyotrophique. Je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser des enfants évoluer comme ça. Il faut trouver une solution. Vraiment, j'avais le désir d'arriver à sauver ces enfants. La hargne de chercher, la hargne de tout faire pour essayer de trouver une solution. Tout. C'était en 2007, donc on a eu ces résultats assez extraordinaires, parce que c'était la première fois que quelqu'un arrivait à montrer un effet thérapeutique sur cette maladie. J'ai vraiment... je me suis dit, voilà, il y a de l'espoir pour cette maladie. Le premier pas est fait. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi efficace. Mais bon, on avait sous les yeux des résultats qui étaient magiques. La suite logique, c'est d'aller chez l'homme, c'est de pouvoir traiter des enfants. Évidemment, ça ne se fait pas simplement sur la base de quelques résultats chez l'animal. Il faut aller beaucoup plus loin. On rentre dans un autre monde qui est celui de la préclinique et de la clinique, c'est-à-dire on va chercher à trouver les bonnes doses avec un produit qui est fabriqué aux normes pharmaceutiques, donc il fallait aussi des outils pour ça. Malheureusement, comme c'est souvent le cas en France, on a de très bonnes idées, on est des défricheurs, mais quand il s'agit de les industrialiser, là c'est une autre paire de manches, il faut des moyens financiers importants, et en l'occurrence c'est des centaines de millions d'euros qui étaient nécessaires pour aller plus loin. Il faut des cliniciens capables de sauter le pas et d'administrer à des bébés des produits complètement nouveaux qui relèvent presque de la science-fiction. Il faut aussi des investisseurs pour y mettre les moyens, et à cette époque-là, on ne disposait pas de tels moyens. Parmi ces cliniciens aux États-Unis qui ont eu le courage d'aller pour la première fois injecter un vecteur dans le sang chez des bébés, il y avait Jerry Mendell à Columbus dans l'Ohio. Et Jerry Mendell est venu présenter ses premiers résultats au congrès de myologie 2016. Nous avons pris le gène responsable de la SMA et l'avons placé dans un virus que j'ai injecté en une seule fois dans les gènes de ces 15 enfants. C'est 15 bébés en fait. Et nous avons obtenu un taux élevé de rémission. Ce qu'on a vu, c'était hallucinant.
C'est un congrès international de myologie organisé par la FM Téléthon, donc avec aussi des familles qui étaient présentes. Et les images qui ont été montrées, les résultats qui ont été montrés par Jerry Mendel ont créé une émotion énorme qui a parcouru toute la salle. Et on s'est dit, là, oui, on tient quelque chose. C'est peut-être en train de marcher. C'était inimaginable il y a 25 ans. Je trouve ça extraordinaire. C'est le plus grand, c'est le plus beau rêve qu'on peut avoir. C'est vraiment à quoi on rêvait lorsque nous étions avec les autres parents au démarrage. Arriver à dire à nos propres enfants que les traitements arrivent. Et le résultat de tout ça, c'est devenu un médicament qui a été autorisé par les agences européennes et américaines dès 2019. Et à ce jour, il y a plus de 1500 enfants qui ont été traités partout dans le monde, dont des enfants français, bien évidemment. Vous avez déjà permis à mon enfant de pouvoir avoir un avenir. Et quand on reçoit un diagnostic qui vous dit ben voilà, c'est grave, beaucoup d'enfants ne tiennent pas jusqu'à l'âge de 2 ans, d'un coup, on vous dit il y a un traitement. Et ça ne fait pas la même chose, parce que en tant que maman, je peux continuer à accompagner mon petit garçon dans sa vie de tous les jours, à le chatouiller, à m'émerveiller de ses mouvements, à m'émerveiller de le voir s'éveiller à la vie, à tout ce qui se déroule. Le couperet, grave maladie, et puis tout de suite une petite note d'espoir. Ah, mais là, il a presque de la chance, il est né presque la bonne année, on va pouvoir peut-être le traiter très vite. Et du coup, il y avait voilà, ces deux sentiments de oui, c'est une terrible nouvelle, on se prend un camion dans la figure, mais il y a une petite note d'espoir qui peut arriver tout de suite. Aujourd'hui, Hyacinthe a 2 ans. Les 2 ans de Hyacinthe, c'est la plus grande victoire, quoi. Et il les souffle avec une vitalité voilà, assez visible. Enfin, on voit qu'il respire la vie et qu'il a, il a une force de vie hallucinante. Pour nous, la thérapie génique, ça nous semblait une évidence en fait. À l'hôpital, on est tous en blouse blanche avec les masques, la Charlotte et tout. On voit le goutte à goutte qui tombe, qui rentre dans ses veines, et puis la dernière goutte qui arrête de tomber, qui rentre dans son corps. Et puis là, on se dit, ouais, c'est bon, là, quoi. C'est un truc de fou quand même, de se dire il a un gène de synthèse en lui, en fait, et on a du mal à imaginer que ce soit possible. Et surtout, on se dit, c'est une deuxième naissance, quoi. On inverse le processus et on repart sur un développement, en fait. Une fois qu'on avait le nom, on a pu avancer plus vite pour pouvoir trouver un traitement. On était triste au fond de nous, on était très triste, mais on savait qu'il y avait de l'espoir derrière. Et on a tout de suite eu le rendez-vous pour avoir le traitement. Il y a 20 jours d'écart entre le diagnostic et la thérapie génique. Donc ça a été très vite. On savait que c'était l'avenir et on savait que ça allait la sauver, tout simplement. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir rencontrer une enfant traitée. C'était merveilleux, merveilleux de voir cette petite fille vivre, manger, parler et rire avec ses frères et sœurs. J'avais du mal à réaliser que c'était grâce à mes recherches. Effectivement, ça n'arrive pas pratiquement jamais dans la vie d'un chercheur de trouver. Donc un chercheur, ça porte bien son nom, ça cherche. Et un jour, il y a un chercheur qui trouve en utilisant les travaux qui ont été réalisés précédemment, bien sûr. C'est allé relativement vite. Pas assez vite pour les malades, ça c'est sûr. Mais pour la recherche, oui. Parce que se dire qu'on parle d'une maladie dont on ne connaît rien, on sait la diagnostiquer, c'est tout. Il fallait tout défricher, trouver le gène, imaginer un traitement et venir avec un traitement. Et finalement, 1995, découverte du gène, 2019, traitement. C'est quand même assez rapide. Et je pense que dans les années qui viennent, ça ira même encore plus vite pour d'autres maladies. C'est quand même une des plus grandes avancées de tous les temps, quoi, cette thérapie génique. Enfin, le principe de la thérapie génique, c'est quand même une des plus grandes avancées médicales de tous les temps. J'aimerais bien que Hyacinthe marche un jour. Hyacinthe a été injectée à 10 mois, donc la maladie a fait déjà des ravages et du coup, les zones touchées n'en reviendront peut-être jamais. Donc
le combat n'est pas encore complètement terminé. L'étape suivante, c'est d'intervenir avant même l'apparition des symptômes, parce que la maladie fait déjà son œuvre à ce moment-là. Avant même l'apparition des premiers symptômes, elle a déjà commencé à détruire des neurones moteurs de la moelle épinière. Et le moyen de contrer ces effets précoces de la maladie, c'est le dépistage à la naissance. Pouvoir diagnostiquer avant même l'apparition des symptômes cette maladie pour pouvoir intervenir tout de suite avec la thérapie génique. Oscar, il est né le 6 février 2019 en Belgique, dans une maternité à Bruxelles. On a dépisté sa maladie à sa naissance. C'est grâce à ce dépistage qu'on a découvert qu'il a cette maladie. Et donc, plus le dépistage est précoce, plus le traitement est efficace. Il a reçu son injection à 43 jours, si je ne me trompe pas. Donc, ça a été très rapide. Il est né au bon endroit au bon moment parce que, encore aujourd'hui, en Europe et en France, il y a plein d'enfants qui naissent avec cette maladie. Et on attend que les symptômes s'installent, en fait. Et donc, pour moi, c'est aberrant, c'est catastrophique quand on sait qu'on peut traiter les enfants. Ça sauve des vies, ça change des vies, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Et même pour la société. Aujourd'hui, il va fêter ses 3 ans. Et il est en pleine forme. Il est très joyeux, il est adorable. Et il bouge en tous les sens, il n'arrête pas, c'est une pile électrique en fait. Il est sauvé, quoi, entre guillemets, il est sauvé. Ouais. Magnifique reportage proposé par les équipes du Téléthon. Je vous donne les chiffres de 2021. On rappelle, on appelle au 36-37 pour faire une promesse de don. 85,93 millions d'euros récoltés lors de la précédente édition. Si on donne le détail, ça donne 34 millions dédiés à l'aide aux malades, 44 millions pour la mission Guérir sous forme d'avance et d'investissement dans la recherche, et puis 41 essais cliniques en cours ou en préparation pour 32 maladies différentes. Voilà pourquoi il est si important de donner. Je viens d'évoquer les chiffres nationaux. Victor, bravo à la Nouvelle-Aquitaine, parce que l'année dernière, tu vas nous redonner le chiffre que tu as donné tout à l'heure, mais la Nouvelle-Aquitaine a été très généreuse. Non, en effet, pas moins de 7 844 771 euros qui ont été collectés durant la dernière édition. Pas moins de 1458 animations sur 970 communes mobilisées en Nouvelle-Aquitaine. C'est énorme. La Nouvelle-Aquitaine est une région pionnière, une région chef de file, justement, on l'a dit, pour le magnifique documentaire sur l'amyotropie spinale, avec notamment des centres de recherche en Nouvelle-Aquitaine et en région Grand Est. Et il y a pas mal de manifestations organisées ce soir, mais également tout au long du week-end, puisque ça va continuer jusqu'à samedi soir. Concernant cette édition 2022 du Téléthon, il y a des organisations d'événements du côté, évidemment, de la Charente-Maritime, de la Gironde, de la Creuse, de la Corrèze, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques. Dans chaque département, dans les 12 départements de la région de Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez trouver chaussures à votre pied, avec plein d'événements organisés, plein de possibilités de donner de votre temps et de votre argent. Il y a d'ailleurs, par exemple, à Langon, en Gironde, une boutique qui joue le jeu. Elle s'appelle Place au fromage. Elle est située rue Maubec, donc dans l'agglomération de Bordeaux. C'est la présentation d'un plateau de fromage géant, 46 variétés de fromage pour au total 200 kilos de fromage qui seront mis en vente au profit du Téléthon. Les explications avec le gérant de cette boutique située à Langon, les explications sur la page Instagram de la boutique Place au fromage. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme l'année dernière et à l'occasion du Téléthon, qui aura lieu les 2 et 3 décembre, nous allons réaliser avec Marianne et Clara, nous allons réaliser un plateau de fromage géant, 200 kg de fromage environ, plus de 46 variétés de fromage, tous des fromages d'appellation d'origine. Et cette année, la maison d'Arros se joint à nous, cuisinera des tartiflettes, cuisinera également des nougats glacés de chèvre. Et la vente de ces fromages, la vente de ces plats préparés, le bénéfice sera reversé, pardonnez-moi, à l'association du Téléthon. Voilà, nous comptons sur vous, venez nombreux, faites-vous plaisir, régalez-vous, soyez heureux, portez-vous bien. N'oubliez pas le 2 et le 3 décembre, le Téléthon, c'est important. Merci à tous, bon appétit, à bientôt. Si vous habitez du côté de la Gironde, du côté de Langon et que vous aimez le fromage, n'hésitez pas, même si vous n'aimez pas le fromage, plein d'animations du côté de Langon, vous allez vous régaler et faire une bonne action. Au passage,
Merci beaucoup Victor Pérez-Boucheron. Je rappelle que si vous avez manqué une partie de cette émission consacrée au Téléthon, vous allez sur la page YouTube de NATV, vous pouvez voir le replay. On va le faire à deux avant de se quitter. Victor, vous n'hésitez pas, vous composez le 36. 37. Voilà, pour donner au Téléthon. Merci Victor. Merci Benjamin. Dans un instant, nous sommes de retour sur NATV. On évoquera le reste de l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. On parlera de la Charente-Maritime avec une marche organisée demain à La Rochelle. On parlera également des Deux-Sèvres avec une alerte de la gendarmerie concernant de faux vendeurs de calendriers. On ira en Gironde avec le bilan de la grève des médecins généralistes ces 2 derniers jours dans le département. Enfin, évidemment, on évoquera la programmation du Festival de la BD d'Angoulême puisque la sélection officielle est tombée. Ne bougez pas, N'Actu, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans Actu 19h-20h, comme tous les soirs du lundi au vendredi sur NATV. Dans la première partie, on a évoqué l'édition 2022 du Téléthon qui a démarré officiellement ce soir à 18h40. N'oubliez pas de donner ou de faire une promesse de don au 36
37. Dans le reste de l'actualité, si vous habitez dans le département des Deux-Sèvres, méfiance, les gendarmes du département alertent sur des arnaques réalisées par de faux vendeurs de calendriers, de faux vendeurs qui profitent de cette période de Noël pour se faire passer pour des pompiers ou des éboueurs. Si vous avez l'impression de vous faire arnaquer, voici les bons réflexes à adopter. Vous demandez au vendeur sa carte professionnelle, il doit toujours en avoir une. Vous vérifiez la présence du logo officiel de l'institution sur le calendrier. Vous alertez les personnes âgées ou isolées de votre entourage. Vous ne laissez pas entrer un inconnu et vous signalez toute personne au comportement suspect en appelant le 17. Dans le département voisin de la Charente-Maritime, place demain à une marche pour la transition agricole du côté de La Rochelle, une organisation faite par l'association Avenir Santé Environnement. Le but de cette manifestation est tout simplement de demander la mise en place d'une transition agricole avec un investissement massif et un accompagnement conséquent à destination de l'agriculture afin de sortir des pesticides d'ici 5 ans. Pour rappel, 41 pesticides différents ont été détectés récemment lors d'une enquête dans l'aire de la plaine d'Aunis. Départ de la manifestation demain du côté de la Tour Saint-Nicolas à La Rochelle. Départ à 14h. En Gironde, maintenant, la grève des médecins généralistes a continué ce vendredi. Elle avait débuté, on le rappelle, hier matin. Ce sont près de 300 médecins au total venus de toute la région Nouvelle-Aquitaine qui se sont mobilisés devant l'Agence régionale de santé, un mouvement lancé par le collectif médecins pour demain, des médecins qui réclament la revalorisation du geste médical en augmentant le prix de la consultation de 25 à 50 €. Une grève qui a été donc très suivie. Vous voyez la petite image à l'antenne. Médecins libéraux en voie d'extinction égale patients en danger. Et puis on termine cette émission de N'Actu avec la sélection officielle du Festival de la BD d'Angoulême, festival qui sera présidé par Alexandre Astier et qui aura lieu du 26 au 29 janvier prochain du côté d'Angoulême. Voici la vidéo officielle 2023 du festival qui a été postée sur les réseaux sociaux. La sélection officielle de l'édition 2023. A Journey Beyond Heaven, tome 6 de Masakazu Ishiguro chez Pika. Animan de Anouk Ricard chez les éditions Exemplaires. L'Arabe du futur, tome 6 de Riyad Satouf chez Alari. L'artiste à mi-temps de Timothée Osterman chez Sarbacane. Au-dessus de l'Odyssée de Jason chez Atrabile. Beta, Civilisation volume 2 de Jens Arda chez Actes Sud et l'an 2. La cendre et l'écume de Ludovic de Burme chez Cornelius. La couleur des choses de Martin Panchaud chez Ça et Là. Darwin's Incident tome 1 de Shun Umezawa chez Kana. Déplacement tome 2 de Joshua W. Cotter chez Ça et Là. La dernière reine de Jean-Marc Rochette chez Casterman. Eden de Sophie Guérive chez 2024. Full Night tome 2 de Kasumi Yasuda chez Glénat. Gannibal tome 10 de Masaaki Ninomiya chez Meian. Hokahei de Neyef chez Label 619 rue de Sèvres. Il brûle, tome 1, Cendre et Rivière, d'Anis El Amouri chez Six Pieds Sous Terre. L'Institut des Benjamines de Anne Simon chez Misma. Intraitable, tome 6, de Che Kyusok chez Rue de l'Échiquier. Je viens de loin, mais je repars bientôt, de Ward Zwart et Enzo Smith chez Même Pas Mal. 4, Journal d'un réfugié, de Simo Abasia chez La Joie de lire. Les liens du sang, tome 11, de Shuzo Oshimi chez Ki-un. La maison nue, de Marion Fayolle chez Magnani. Le manoir de Chartwell, de Glen Head chez Delcourt. C'était la sélection officielle du prochain festival de la BD d'Angoulême qui aura lieu fin janvier
2023, Nactus est désormais terminé. À 20h précisément, on se retrouve avec notre consultant rugby Florian Bougerolles pour le NASPORT Show. On va parler évidemment du ballon ovale avec un gros match qui attend le Biarritz Olympique ce soir face à Grenoble. On parlera du top 14 avec un duel de la peur en Nouvelle-Aquitaine entre Brive et l'Union Bordeaux-Bègles. Il y aura également le football avec la D1 Arkema, il y aura le basket avec la Betclic Elite et évidemment Basketland qui doit absolument gagner son premier match cette saison. On parlera du volleyball avec également le handball et un match qui s'est joué hier pour Limoges qui a créé un exploit en battant Chambéry. Le NASPORT Show, donc coup d'envoi à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et n'oubliez pas le 36-37. À bientôt sur NATV.